Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Lionel Moldès, directeur de stratégie chez Tercea, entreprise spécialisée dans la relation client externalisée. On va voir en quoi consiste une politique RSE dans une entreprise comme celle-ci. Notre débat, il portera sur la place du vrac dans notre consommation quotidienne, avec un objectif, réduire nos déchets en France. On en accumule 31 millions de tonnes par an. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez Keep avec 3 E, plateforme d'achat de matériel informatique reconditionné à destination des entreprises et des services publics. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Lionel Moldès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de stratégie chez Tercea. On va parler de votre politique RSE, mais je veux bien pour commencer que vous nous présentiez Tercea. Votre métier, c'est quoi? La relation client, c'est ça? Alors effectivement, on est une société d'externalisation de la relation client. Donc on accompagne les marques dans leur parcours client, le parcours client de leurs clients, notamment sur que ce soit de l'acquisition, de l'avant-vente, du service client, de la rétention et jusqu'à du service après-vente. Ouais. Tercea, c'est une entreprise française, je crois près de 1500 salariés, alors, c'est ça? Effectivement 1400 salariés, ouais. On est présent sur 3 pays, on est présent en France, au Maroc, au Sénégal et on va bientôt on va ouvrir un nouveau site à Madagascar. Ouais. C'est des centres d'appel en fait? Alors c'est exactement ça, c'est ouais. des centres d'appel qui sont mis à disposition effectivement des marques et qui nous font confiance et à qui on travaille. Ouais, alors on ne va pas forcément citer les entreprises, mais qui sont vos clients, la taille, les secteurs, c'est un peu partout, c'est plutôt des grandes entreprises? C'est plutôt multispécialistes, donc ouais. forcément on n'est pas sur l'ensemble des activités, mais on essaie d'être spécialisé sur des verticales métiers bien spécifiques, donc on est assez spécialisé dans le monde de l'automobile par exemple, dans le monde des télécoms, dans la pharma, dans le retail. Pourquoi c'est important d'avoir une multispécialité? Parce qu'on ne répond pas de la même façon en fonction du secteur dans lequel on travaille. On a besoin vraiment d'être... Chaque client est vraiment très spécifique, avec des besoins très spécifiques. Et on est obligé effectivement d'être vraiment spécialisé dans les métiers sur lesquels on travaille pour nos clients. Et donc ça veut dire que des salariés qui travaillent sur la verticale automobile, ils ne vont pas forcément travailler sur une autre? Ils peuvent travailler. Ouais. Alors, ils peuvent travailler, mais ça demande effectivement de les accompagner, de les transformer, de les accompagner, de les former à ces nouveaux métiers. Et effectivement, oui, non, ils ne sont pas interchangeables d'un métier à un autre. Début février, vous annonciez avoir décroché la médaille d'or EcoVadis pour votre politique RSE. Alors déjà, on va rentrer un peu dans le détail environnemental, social, etc. C'est des années de travail pour obtenir la médaille d'or. Est-ce que c'était un objectif de l'entreprise ? Alors la médaille d'or en tant que telle, non, pas forcément, mais en fait, effectivement, quand c'est des années de travail, en définitive, c'est pas un an de travail pour avoir cette médaille. En fait, c'est quelque part, c'est 18 ans, parce qu'on est créé il y a maintenant quasiment 18 ans. Ouais. On va fêter notre 18e anniversaire prochainement, et en fait, cette médaille-là, elle s'est construite sur ces 18 années, où depuis le départ, dans le code génétique de la structure, on a souhaité effectivement être responsable de manière sociétale et environnementale, et donc on a mis en place un certain nombre de choses. Alors, on va rentrer dans le détail. Tiens, sur les enjeux environnementaux, vous vous êtes donné quoi? Des objectifs quantitatifs? Vous avez d'abord fait un audit, identifié là où vous consommiez le plus en énergie, en ressources, etc. Par faire un bilan carbone, en fait. C'était la première étape de notre... C'était il y a combien de temps, ça? Alors, le bilan carbone a été fait il y a maintenant 6 mois. Okay. En définitive, et ça a été assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte justement qu'on pouvait avoir des visions un peu différentes de la réalité, et on s'est rendu compte justement via ce bilan carbone que en définitive c'était pas forcément, les émissions de gaz n'étaient pas forcément liées à notre production propre, mais que puisque ça représentait environ 20% de nos émissions, mais qu'en fait le plus gros se faisait via les transports de nos salariés entre le domicile et d'accord. Donc ça, c'est un premier constat. 47% de donc ça, c'est un premier constat un peu surprenant, j'imagine. Exactement, on a été totalement surpris par... Ok, donc ça veut dire, alors c'était il y a 6 mois, donc peut-être que vous n'avez pas tout mis en place, mais ça veut dire que vous réfléchissez
à une politique, alors, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, du covoiturage, des navettes, C'est exactement ça. En fait, on avait déjà mis en place ces choses-là, mais on n'avait pas intégré que c'est l'importance que ça pouvait avoir. Et effectivement, on a mis en place un certain nombre de choses. Donc, on essaye effectivement de faire en sorte que nos salariés prennent les transports en commun quand c'est possible. Bien évidemment, on met en place des applis de covoiturage pour les aider justement à pouvoir covoiturer de manière le plus facile. On met en place dans les zones où c'est possible des bornes de recharge électrique pour ceux qui ont des véhicules électriques, mais plutôt en France parce qu'on s'est rendu compte aussi que les bornes électriques, par exemple, lorsqu'on les met dans d'autres pays comme au Maroc ou au Sénégal, ça n'a aucun sens écologique puisqu'en fait l'électricité est produite dans ces pays-là majoritairement sur du pétrole et du charbon, et donc ça n'a aucun sens de mettre des bornes électriques et d'offrir ces possibilités-là dans ces pays-là. Et justement sur le sourcing de l'énergie, alors c'est pas possible partout, mais en France, ça veut dire que vous essayez de privilégier une énergie décarbonée, sourcing énergie renouvelable. Exactement. Alors déjà, on a des sites qui sont déjà justement sur lesquels on a déjà sourcé des énergies vertes pour l'électricité, et on a justement la vocation d'ici la fin de l'année prochaine d'être à 100% en France en tout cas en énergie verte, sachant que dans les autres pays, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On n'a pas forcément des offres qui nous permettent de le faire. Alors justement, sur la partie, on va dire, sociale et droits humains, quand on a des salariés en France, au Maroc, au Sénégal, comment on a une politique RSE qui est cohérente finalement? En définitive, nous, on ne fait pas de différence entre nos salariés, quel que soit le pays dans lequel ils sont. Je dirais, les investissements qu'on fait sont les mêmes et tout ce qu'on met en place, on le met en place. Oui, mais il n'y a pas forcément le même droit social, il n'y a pas le même niveau de salaire, etc. Bien évidemment. On suit, je dirais, les droits sociaux de chaque pays, mais à côté de ça, il y a le droit social du pays, mais il y a tout ce que nous, on peut apporter à nos salariés. Ça veut dire que vous essayez d'être mieux-disant par rapport au droit local, c'est ça ? Tout à fait. On est toujours mieux-disant par rapport au droit local, et on fait en sorte justement que les avantages que l'on donne à nos salariés, par exemple en France, soient les mêmes que à nos salariés dans les autres pays. C'est-à-dire que les conditions de travail sont les mêmes. On essaie d'avoir des locaux de très bonne qualité, d'avoir des bureaux, qu'ils aient une capacité à pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. Et on essaye en tout cas que vous soyez en France ou dans un autre pays, vous allez finalement les conditions sont les mêmes. Et alors, on doit vous poser la question très souvent, mais en termes de coût, évidemment, si on délocalise des centres d'appel, c'est pas pour rien. Il y a une différence de quel niveau entre un centre d'appel en France et un centre d'appel au Sénégal ou alors à Madagascar, puisque vous allez ouvrir là-bas, c'est de 1 à 2, à 3, à 4. Alors, les coûts d'infrastructure sont souvent assez proches, en définitive, parce qu'on a toujours la sensation, mais le coût de l'immobilier, le coût on va dire de tous les actifs qui sont toujours les mêmes. C'est plutôt sur la masse salariale, effectivement, qu'on a des différences de rémunération qui peuvent être assez importantes, mais ça dépend justement des zones dans lesquelles nous sommes. Ouais. Effectivement. Sur l'aspect éthique, je disais en préparant l'émission que l'entreprise s'engage sur des questions de sécurité de l'information. Je veux bien que vous m'expliquiez ce que ça veut dire. Je l'imagine, je crois le comprendre, mais notamment vis-à-vis de vos clients. Alors vis-à-vis de nos clients, c'est un élément déterminant puisque la sécurité de l'information, bien évidemment, lorsqu'on travaille avec un client, c'est primordial. Et donc ça amène surtout à travailler sur la mise en place d'un certain nombre d'architectures et de sécurité informatique très, très fortes. On est audité par nos clients tous les ans. On a aussi nos assureurs qui nous demandent d'être à la pointe justement des technologies. Et donc tous les ans, on est amené à faire évoluer notre sécurité et faire en sorte qu'effectivement, il n'y ait pas de problématique à ce niveau-là. Mais ça passe pas que par rapport à la sécurité informatique, ça passe aussi par les process, par la formation de nos salariés. Alors justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'il y a une sorte c'est une question de curieux, une sorte de devoir de réserve pour les salariés des centres d'appel? Parce qu'on peut être confronté à un scandale ou une critique majeure venant des clients, de vos clients.
Oui, bien sûr. Le devoir de réserve, bien évidemment, Ouais. on l'a. Je dirais, c'est une obligation et justement, ça fait partie de l'éthique qu'on doit avoir et de la loyauté par rapport à nos clients. Ça, c'est très important. Et on a effectivement, on a des formations, on a des process, on essaye d'accompagner nos salariés pour justement leur expliquer toutes ces problématiques-là et pourquoi justement on se doit d'être Dernière question, précis. c'est les métiers durs. Parce que souvent, on a en face, au bout du fil, des clients qui ne sont pas contents. Oui, c'est des métiers exigeants, on va dire, plus que durs, mais qui sont justement très intéressants parce que ça permet de rentrer vraiment dans des problématiques, mais ça permet aussi de régler un certain nombre de problèmes pour des clients qui, justement, lorsqu'ils arrivent, peuvent être un peu énervés et agacés. Et lorsque, justement, ça se passe bien, c'est hyper enrichissant. On ne se fait pas seulement engueuler, quoi. C'est ce que je comprends. De temps en temps, il y a justement pour trouver des solutions. Ouais, il y a les gratifications. Merci beaucoup, Lionel Moldès, et à bientôt sur Merci beaucoup. Be Smart for Change. On passe à notre débat, c'est le mois du vrac et du réemploi. Le mois de mars, c'est le mois du vrac et du réemploi et on en parle tout de suite dans le débat de ce Smart Impact avec mes invités. Laurent Oudinot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Eureco. Thomas Parouti, bonjour, fondateur de l'agence Mieux, habitué de Smart Impact, agence Mieux, agence de communication RSE. Je veux bien que vous nous présentiez Eureco en quelques mots. Oui, alors Eureco, c'est une start-up industrielle qui est basée dans le sud de la France, à côté d'Arles. Et on a inventé une solution de distributeur de produits alimentaires en vrac à destination de la grande distribution et des circuits bio spécialisés. Donc c'est quoi? C'est pour qu'on imagine ce que c'est? Oui, alors c'est des contenants, Exactement. Vous connaissez, si vous êtes acheteur en vrac, ces bacs dans lesquels on se sert. On a inventé un nouveau système qui est innovant, qui est un système de vrac à poche souple, sur lequel on pourra revenir un peu plus tard, dans le détail. qui garantit une hygiène, une sécurité alimentaire, une traçabilité. Et donc qui est très rassurante pour le consommateur et qui est beaucoup plus simple d'utilisation également pour les magasins. Ouais, on va partir du constat et peut-être de l'objectif de la loi climat et résilience, objectif 2030, dédié au minimum 20% de surface au sol, au vrac, dans les magasins d'alimentation de plus de 400 mètres carrés. Alors c'est là, c'est dans 5 ans, on en est où aujourd'hui? Alors on en est environ à 12-13%. Aujourd'hui, c'est-à-dire que... C'est pas si mal, je m'attendais à pire. C'est pas si mal, mais le travail est encore long, est encore très important, parce que le vrac, c'est assez compliqué en termes de supply chain, en termes d'hygiène, de traçabilité, de logistique. Oui, c'est pas si simple. C'est pas d'un claquement de doigts, on décide de passer ou d'augmenter la surface vrac. Exactement. Ouais. Donc, il y a beaucoup de travail collaboratif entre différents acteurs qui permettent à la distribution de s'organiser pour tendre vers ces 20%. Comment accélérer le mouvement, Thomas Parouti, et pourquoi c'est important? Alors, dans cette loi climat et résilience, l'objectif, c'est évidemment de réduire les emballages, de les réemployer et de recycler, les 3 R habituels. Le vrac est une solution, la consigne, etc. Donc, il y a une pression réglementaire avec cet objectif de 20%, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a plein d'opportunités pour les distributeurs. Parce que c'est une attente des consommateurs, donc il y a du trafic supplémentaire quand on propose du vrac. Les consommateurs en veulent. Alors, ils ont encore quelques attentes qui ne sont pas totalement atteintes et auxquelles les marques ne répondent pas forcément, mais les consommateurs en veulent parce qu'ils veulent du prix. Et le vrac est 10 à 15% moins cher aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Et parce qu'ils veulent arrêter l'emballage et surtout les suremballages qu'on peut avoir dans pas mal de produits, qu'ils soient secs ou liquides. Ouais. Et pourtant, ça coince encore un peu. Le mois du vrac, du réemploi, ça sert à quelque chose? Je pose toujours la question de pas à vous inviter et à mettre un coup de projecteur, ça d'accord. Non, mais ça sert parce que, en fait, aujourd'hui, le rayon vrac, il n'est pas traité comme les autres rayons. Ouais. Vous rentrez dans un rayon classique, il y a des promos partout. Voilà, le rayon vrac, il est assez austère. Il n'y a pas un corner où on dit, le distributeur pourrait dire, venez ici, vous allez faire des affaires parce que c'est moins cher, parce que vous allez acheter la juste quantité aussi,
parce qu'en fait, une consommatrice, elle n'a pas besoin peut-être d'acheter 1 kilo de riz ou 1 kilo de pâtes, ou 1 kilo de noix de cajou au curry, le fameux truc qu'on trouve dans tous les rayons vrac. Donc, en fait, ça répond à plein d'attentes des consommateurs. Le distributeur doit traiter ça un peu plus agressivement en promo. Donc, le mois du vrac, ça met en avant ce segment de marché et ça devrait permettre de le développer dans les prochaines années. Cette innovation dont vous parliez, c'est quoi ? Alors, le vrac à poche souple, je vais vous expliquer comment c'est venu, comment cette idée est venue. En fait, avec le mois du vrac, il y a d'autres initiatives, comme une qui s'appelle En avant vrac, qui a réuni tous les industriels, les marques, les distributeurs et les apporteurs de solutions pour imaginer le vrac de demain. Tous ont convergé sur une innovation qui s'appelle, un concept qui s'appelle le vrac à poche souple. Donc, le principe, c'est le produit vrac qui est servi dans une poche de 10 litres. Imagine un gros sac de chips qui viendrait s'insérer dans un silo, dans un distributeur. L'avantage de cette solution, c'est que le produit n'est jamais touché, jamais transvasé, est à l'abri potentiellement d'insectes ou de mythes alimentaires comme ça peut malheureusement arriver. C'est hyper simple à fabriquer pour n'importe quel distributeur, n'importe quelle marque. Et ça offre une souplesse. Mais ça ne crée pas un emballage supplémentaire ? Non, alors c'est une bonne question parce que le vrac arrive en magasin aujourd'hui avec un emballage logistique. Aujourd'hui, c'est cet emballage logistique qu'on transforme, qu'on adapte pour être un contenant alimentaire. Donc il n'y a pas de création. Au contraire, il y a des économies de nettoyage et des économies de transport sur de la reverse logistique. Il y a des économies de gaspillage parce que le produit est mieux conservé. Et opérationnellement, c'est beaucoup plus facile pour un magasin de s'approprier ce type de solution. Thomas Parouti, est-ce que les géants de la grande distribution s'y sont vraiment mis ? Je rajoute vraiment. En fait, dans les géants de la grande distribution, c'est plein de petits chefs d'entreprise, d'adhérents, Intermarché, Leclerc, etc. Et donc, il y en a certains qui sont vachement en avance. Donc, c'est un peu disparate, en fait. Ça dépend du patron de grand magasin, quoi. Hier, avec Laurent, on s'est croisés sur le Périfem D, qui est le Périfem, c'est l'association des distributeurs, justement sur tous ces sujets de vrac, de RSE, de réemploi, mais aussi de sécurité, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a un Intermarché à Dole qui fait vachement de choses. Et l'adhérente est très motivée sur le réemploi, la consigne, etc. Et il y a des initiatives un peu partout comme ça. Dans les grands franchises, dans les grands plutôt réseaux classiques comme Carrefour, ça progresse. Il y a une sensibilité. Il y a des tests un peu partout. Chez Franprix aussi, chez Système U. Enfin voilà, il y a des initiatives un peu partout. Aujourd'hui, c'est pas massifié. C'est ça le problème. Mais l'aiguillon réglementaire dont on parlait, il va pousser à le faire de toute façon. Bien sûr. Et globalement, dans 5 ans, il faudra y être. Donc c'est pour ça qu'il y a des initiatives. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a sur le sec, avec des innovations comme ça, mais il y en a aussi sur d'autres produits, par exemple, notamment les produits liquides ou visqueux. C'est-à-dire typiquement, il y a une opération qui est en train de se monter qui s'appelle le défi vrac, où il y a des industriels comme le groupe Bell, Danone, le Sieur et les apiculteurs famille Michaud, donc ils font Lune de miel, qui est la marque la plus connue. Et donc là, on va arriver avec un contenant en verre, récupérer de la vache qui rit, ou du yaourt velouté, ou de la compote materne, ou de l'huile, ou du miel, pour récupérer ça. Et après, il y aura un objet de consigne en verre qu'il faudra laver, ramener, etc. À quel point c'est un défi logistique, quand même ? À quel point, parce qu'on se dit, tous les directeurs d'hypermarchés ou de supermarchés s'y mettent pas, parce que c'est pas si simple, on peut dire ça ? Oui, alors il y a une complexité opérationnelle de lavage qui est très forte. Et c'est la raison pour laquelle cette solution de vrac à poche souple vient répondre à ces problématiques. Pour autant, ce système de vrac à poche souple a un inconvénient, c'est que les fabricants doivent harmoniser les poches souples avec des dimensions standardisées. Il ne faut pas faire comme les recharges de téléphone où on s'est battu pendant des années, voire des décennies, pour avoir une recharge universelle. Exactement. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde sait faire des poches souples aux bonnes dimensions.
Maintenant... Mais ça veut dire que l'uniformisation, elle n'est pas encore gagnée, là, c'est ça? Elle est en train de se mettre en place. Thomas parlait de différents distributeurs. Hier, Thierry Cotillard, le patron des Mousquetaires, annonçait justement le déploiement dans une trentaine de magasins Intermarché, ce concept de poche souple. Il y a des industriels, des marques, notamment comme Panzani et Dacobello et d'autres, qui sont Léa Nature, Bio de Manon, qui sont en train de s'y mettre. Donc c'est tout un écosystème qui est en train de faire sa transition. Ça met un petit peu de temps. On a jusqu'en 2030. Les solutions sont prêtes. Maintenant, effectivement, il y a... Est-ce que ça suppose des investissements importants de la part, justement, des marques de grande distribution? À court terme, non, parce qu'il y a des packers, c'est-à-dire des entreprises qui vont récupérer 1 tonne de café cartonnoir et qui vont mettre ça dans des poches. Après, à moyen terme, oui, il va falloir que les lignes s'adaptent de la même façon que, par exemple, Coca, qui relance la bouteille consignée en 1 litre, a fait des gros investissements pour pouvoir proposer cette bouteille de Coca en verre sur de la consigne. Donc, il y aura des gros investissements. À quel point l'impact environnemental est positif? Alors, dans tous les calculs, globalement, ce que dit Citeo, c'est qu'il y a une économie d'emballage, il y a une économie de carbone. Voilà, sur les sujets RSE, il y a une économie évidemment d'emballage final pour le consommateur. Donc globalement, il y a des chiffres. Il y avait un calcul qui avait été fait par Eureco, je crois, qui disait habituellement c'est 200 grammes de CO2 pour 5 kilos de cacahuètes. Alors, c'était peut-être pas des cacahuètes, mais ils étaient passés à 22 grammes de CO2 sur l'emballage. Donc, ils divisent par 10. Donc, c'est un gros impact. Et vous parliez du prix. Je lisais une étude je crois que c'était un magazine de l'association de consommateurs qui disait que les prix étaient plus abordables, sauf pour certains produits les plus courants. Par exemple, ils avaient fait un test sur le riz, les lentilles, etc. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors... on a généralement 10 à 15% de prix inférieurs sur le vrac, en général. Après, ça dépend des catégories. C'est beaucoup plus vrai sur le bio. Les produits chers ont plutôt des écarts de 20 à 25%. Sur les produits conventionnels moins chers, c'est plus difficile d'avoir cet écart prix. Généralement, il est de l'ordre de 5%. Ça peut aller au-delà. Mais effectivement, plus les prix sont bas, plus il est compliqué de s'aligner. C'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de volume. C'est-à-dire que demain, si Panzani déploie une stratégie vrac forte, ils vont avoir des prix plus accessibles pour le consommateur. Et là, ça va pouvoir décoller. Voilà, il y a une attente. 54% des consommateurs français veulent plus de marques, veulent retrouver leur marque. Le problème du vrac aussi, c'est qu'on se retrouve face à un trémie, un silo, une poche avec des... On ne sait pas forcément quelle marque on achète. Et en fait, les marques sont encore des repères forts, évidemment, pour les consommateurs. Et après, il y a une bascule culturelle à faire. Évidemment, chez les distributeurs, ils sont en train de la faire. Il y a vachement de motivation. Il y a un sujet de rentabilité qui va arriver. Après, pour les consommateurs, le problème aujourd'hui, c'est que le consommateur de vrac, donc c'est à peu près 40% des Français qui vont au moins une fois au vrac, mais la moyenne, c'est 6,5 achats par an. Donc en fait, là, on n'y est pas. Voilà, donc il y a une bascule culturelle, sujet que j'aime bien. C'est-à-dire comment on fait changer le comportement du consommateur pour l'amener vers une consommation plus récurrente. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Mirabelle Lamoureux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Keep, avec 3 E, entreprise créée en 2021 que vous avez reprise en 2023. C'est quoi le modèle de Keep, racontez-moi. Keep, c'est très simple en fait. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises et le secteur public dans leur transition écologique en leur permettant de s'équiper avec du matériel informatique reconditionné. D'accord. C'est quoi? C'est une plateforme? Vous mettez en relation les uns avec les autres? C'est quoi le principe? Exactement. Nous, on aime bien dire qu'on est un peu l'agrégateur de tous les flux du reconditionné en France. L'idée, c'est vraiment d'être la référence pour tout acteur professionnel qui aurait besoin d'acheter un smartphone, un ordinateur, un écran. S'il a envie d'acheter de la seconde main, il peut passer chez nous et on a toutes les références du marché français. Il y a justement un marché du reconditionné
positionnement qui est suffisamment large? L'offre est importante? L'offre est très importante. C'est un marché qui représente 1 milliard d'euros en 2023, le reconditionné. Oui. Et on a Sur le matériel informatique. Hein, sur le matériel informatique, Ouais. exactement. Et on a de très beaux acteurs en France, toute une filière en fait qui est super active et qui est en plus très engagée pour l'insertion professionnelle. Ouais. Pourquoi vous l'avez racheté cette entreprise? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Je pense que comme beaucoup de gens, le Covid a été un moment de réflexion. Voilà, un moment de réflexion professionnelle et de se dire qu'est-ce que je fais dans la vie et comment je donne un petit peu de sens à ce que je fais. Je fais une école de commerce et puis voilà, chercher quelque chose qui soit aligné avec mes valeurs, notamment au niveau de l'écologie. Le reconditionné, après, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Pourquoi? C'est un milieu que je connais bien. Mon père, à l'époque, avait tenté, au début des années 2000, une boutique d'informatique de seconde main. D'accord. Je pense que c'était un moment où le public n'était pas encore prêt Ouais. pour tout ça. Il y a eu Ouais. depuis beaucoup de discours et de vulgarisation autour de ces sujets-là. Et donc là, c'est bien aussi de pouvoir un petit peu donner une seconde vie à cette aventure. Donc ça veut dire que le modèle de KIP, c'est de s'appuyer sur des reconditionneurs qui sont des reconditionneurs français? Exactement. C'est-à-dire, vous ne faites pas venir de matériel de l'autre bout de la planète? Non. Vous pourriez, hein, ça fait partie du modèle d'autres entreprises. Exactement, ça Ouais. fait partie du modèle de beaucoup de revendeurs. Nous, on ne le fait pas pour plusieurs raisons. Évidemment, pour une question de valeur, ça n'aurait pas de sens avec notre engagement écologique et social. Et en plus, de façon pratique, en fait, sur les ordinateurs, par exemple, avoir des claviers étrangers, c'est compliqué à gérer. Et Ça, c'est sûr. pour nos consommateurs finaux, Ouais. c'est un problème. Donc autant travailler avec des machines en France, reconditionnées par des talents français. Qui sont vos clients aujourd'hui? Nos clients, en majorité, ça va être des TPE et des PME. Ouais. Donc des professionnels qui ont ces besoins d'IT mais qui ne sont pas accompagnés par des grands groupes sur ces questions-là. Et ça va être le secteur public de plus en plus. Il y a une législation qui encourage la seconde main, qui encourage un numérique responsable. Ça, c'est une vraie opportunité pour nous. Et puis ça nous permet d'accompagner aussi la transition du secteur Ouais. public. Le secteur public qui va peut-être enfin commencer à donner les exemples, c'est ça, en la matière? C'est un peu l'idée, je Ouais. pense, quand on regarde la loi AGEC, pour une économie circulaire, qui impose 20% d'achats de seconde main d'ici 2025, ça y est, on y est. On y est. Il faut s'y mettre. Ouais. Donc voilà, l'idée, c'est de donner l'exemple et j'espère que des entreprises s'engageront de la même façon. Est-ce qu'il y a des a priori encore importants autour du reconditionné dans ce secteur particulier du matériel informatique, des a priori que vous devez combattre? Bien sûr, je pense que le plus gros de notre travail, c'est la réassurance. Ouais. On a des acteurs sur le marché qui ont fait connaître le reconditionné et c'est très bien, mais qui ont aussi un petit peu terni son image. Parce qu'il n'y avait pas forcément le service, le SAV derrière. Donc aujourd'hui, nous, on rassure beaucoup sur ce côté-là. On s'adresse à des professionnels, on sait qu'ils ont besoin d'assurer la continuité de leur activité. S'il y a quoi que ce soit, comme ça arrive pour le neuf aussi, hein, on a à peu près les mêmes taux d'erreur, c'est-à-dire c'est 5% d'erreur sur des machines. On met en place un modèle de remplacement, on est capable de réparer assez rapidement et de vous renvoyer votre appareil pour que vous ne perdiez pas de temps. Oui, effectivement. Et vous proposez, je crois, depuis cette année, une solution de leasing. Pourquoi vous avez mis en place cette offre? Parce qu'on sait qu'une des préoccupations des chefs d'entreprise, c'est la trésorerie. Ouais. Déjà, on les accompagne avec du matériel de seconde main, ce qui fait que ça permet de libérer du budget pour des choses comme l'acquisition client, la recherche et développement, etc. Et maintenant, proposer du leasing, ça nous permet aussi de leur éviter ce moment qui est un peu compliqué d'acheter pour toutes ces équipes du matériel, mais de se dire, je peux étaler cette dépense dans le temps et je peux, encore une fois, libérer du budget pour ma croissance. Ouais. Dernier mot, tiens, sur les différences de prix entre le neuf et le reconditionné. C'est assez bluffant, hein. Sur une entreprise, généralement, on divise le budget IT par 2. Et sur certains modèles, ça peut être jusqu'à 70% moins cher que le neuf. Merci beaucoup Mirabelle Laboureux et bon vent à KIP. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier l'équipe de programmation et de production, Marie Billat, Alexis Mathieu et Juliette Milieri. Et puis Théo Boscar, Romain Luc. J'avais 2 réalisateurs pour le prix d'un. Sauf que Romain Luc, il a aussi un peu fait le boulot de l'ingénieur du son. Et je cite Saïd Mamou, qui était chargé de ce son. Salut.